me fait grand plaisir de recevoir Jean-Thomas ici, 10 ans après qu'il ait terminé son mémoire de maîtrise. Comme je le disais tout à l'heure, il a été, je devrais plutôt dire, j'ai été son cobaye, parce que c'était mon premier mémoire de maîtrise que je dirigeais. Et ça, il ne l'avait pas dit. Ah oui, hein, c'est ça. Jean-Thomas est particulièrement têtu, résistant, tenace, coriace. Il a fallu beaucoup se battre. Beaucoup de vendredis après-midi, de longues discussions. Et ça aboutit à un mémoire de maîtrise quand même fort intéressant, je trouve, sur l'œuvre de l'auteur de science-fiction Philippe K. Dick. Et après ça, Jean-Thomas est allé pas très loin au département d'histoire, poursuivre son parcours et faire des recherches sur les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'Allemagne nazie avant la Deuxième Guerre mondiale. Et par la suite, comme vous l'avez vu dans l'invitation à Saint-Anton, depuis 2008, je travaille à la fonction publique fédérale. Je suis très content d'avoir l'occasion de vous présenter Jean-Thomas. Il y en a quelques-uns qui le connaissaient ici, puisque des vieux qui traînent dans la faculté depuis 10 ans. Et alors, je laisse la parole à Jean-Thomas. Mais peut-être avant, je vais juste faire un petit tour de table, vite, parce qu'on est en petit comité, là, je trouve que tu vois qui tard. Ça, c'est Dominique, puis c'est Steve. Je suis les deux demoiselles que je connais. D'accord, je m'appelle Monique Cardinal. Je suis professeure ici à la faculté en sciences et religions et je suis la spécialiste de l'islam et je suis arabisante. D'accord, intéressant. Moi, c'est Frédéric, bon enfant. Je suis étudiante à la maîtrise avec Monique, mais je travaille sur le dialogue méthodologique. Et pas de lien avec le pavillon? Oui. Le pavillon bon enfant? Oui. C'est de la famille. Puis toi, c'est la vieille branche de service. Tu as déjà fait connaissance avec eux, d'abord, qui est un agent de la police secrète. La police secrète. Non, mais il me semblait que c'était moi qui les engageais, ceux-là. Pas cette fois-là. Il me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme M. Pinchot vous le disait, pour faire une espèce de suite à sa présentation. Je suis ici pour faire officiellement la promotion de mon livre qui représente l'intégrale de ma thèse de doctorat que j'ai terminée en juillet 2008, si je me souviens bien, à l'Université Laval, sous la direction de M. René Oloukitch. C'est quelque chose que, comme vous pouvez voir, j'ai pas de présentation formelle, parce que M. Pinchot vous dirait très certainement que je déteste les structures trop formelles. Et donc, si vous avez des questions reliées à la thèse ou à mon parcours, parce que je crois qu'au-delà du produit final qui mérite d'être promu, ce que représente cette thèse-là, dans le fond, c'est plus, et c'était plus l'accent sur lequel je voulais mettre, c'est plus le parcours lui-même auquel le livre a servi de prétexte, si vous voulez. Parce que quand j'ai quitté M. Pinchot en avril 2002, je suis d'abord, je me suis reposé quelques semaines et puis je suis allé cogner sur
la porte de M. Lukic, qui est toujours professeur au département d'histoire. Puis, parce que je lui avais dit, probablement, un jour où j'étais fatigué, je veux changer de sujet complètement à la suite de ma maîtrise. Fait que, il m'avait dit, pour mon doctorat, tu viendras me voir, j'ai un sujet pour toi. Et effectivement, je m'en souviens encore, en avril 2002, M. Lukic m'avait proposé 3 sujets. Il y avait Pie XII et la question juive dans l'optique catholique. Il y avait la politique internationale de Jean-Paul II et ou une étude de cas plus précise sur Jean-Paul II et Cuba. À l'époque, il n'avait pas encore fait son voyage d'ouverture, et donc c'était plutôt quelque chose d'intéressant à étudier. Étant donné mes racines d'historien et mes intérêts personnels, je me suis laissé diriger vers le grand champ de la Seconde Guerre mondiale, parce que j'avais entendu parler de Pie XII, et puis que c'était une question, une espèce de patate chaude pour l'Église, et surtout, comparé aux 2 autres sujets, il y avait un voyage à Rome qui était promis à la clé. Donc, je me suis dit, ça vaut la peine de s'investir. Pour faire une histoire courte, j'ai fait mes études, les cours nécessaires au doctorat en 2003. J'ai postulé une première fois pour une bourse du CRSH que j'ai pas eu. Mais j'ai pas lâché le morceau pour autant. J'ai représenté le même sujet pour une 2e année et je l'ai eu en 2004. Et c'est ce qui a servi d'assise financière pour le voyage. Inutile de dire que c'est pas un voyage qu'on peut qualifier de financièrement rentable, mais au plan de personnel et de la culture, c'était, disons que ça valait le coup. Donc, tout ça pour dire que j'ai donc été aux archives secrètes du Vatican, j'ai fouillé dans les archives et le produit brut, ça a été, que j'ai rapporté avec moi, ça a été 8 CD-ROM de documentation qui représentaient les documents que j'avais sélectionnés sur 6 mois de recherche précise en archives. Et bon, ça c'est le voyage. À la suite de ça, il a fallu que je lise ces documents-là. Et bon, là, pour dire ça poliment, les archives du Vatican, c'est un grand fouillis organisé. Donc, les époques sont organisées et ils sont très bien organisés. Ça monte à peu près du 15e siècle jusqu'à maintenant. Même, il y a certains dossiers qui sont dans la secrétaire d'État qui représente le ministère des Affaires étrangères du Vatican, qui sont journellement mis aux archives quand ils sont plus nécessaires ou qui ont dépassé le délai de prescription qui est de 75 ans pour les archives du Vatican. Parce que généralement, dans toutes les autres archives nationales ou archives normales, si je peux dire, le délai est de 25 ou 30 ans. Et pour le Vatican, c'est 75 ans. Comme ça, ils sont
sûr que tout le monde est mort. Donc, et qu'il y a de la poussière sur les documents. Donc, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, avant de partir à Rome, ce que j'ai fait de septembre 2004 à mars 2005, j'avais une petite idée derrière la tête, dans le sens que l'Église catholique, du moins en Occident, était plutôt malmenée à l'époque. C'est quelque chose qui a duré jusqu'à maintenant, je pense. Donc, j'avais une légère tendance plus vers la défense que vers la critique, tout en restant relativement, en essayant de rester équilibré. J'étais plus porté, étant donné mes inclinations personnelles, plus sur la défense que sur la critique. Sauf que les choses ont changé quand j'ai été en Italie. D'une part, je me suis rendu compte que l'Église, en tout cas, la partie que j'ai eue, c'est d'abord une administration gouvernementale qui est excessivement bien rodée. Tu présentes tes papiers, tu présentes tes justifications. Si tu n'as pas les bonnes justifications, ils te laissent pas passer. Heureusement, pour moi, j'avais les bonnes. Donc, je suis passé et j'ai pu faire mon boulot. Mais d'autre part aussi, en visitant un peu aux alentours de Rome et en allant à Florence et à Naples aussi, je me suis un peu déplacé dans la péninsule. Je me suis aperçu d'autres choses. Les églises à Rome étaient excessivement belles. C'était donc, on pouvait les considérer comme des patrimoines culturels de l'humanité. Sauf que c'est des très belles églises qui étaient malheureusement vides. Et les personnes qui étaient dedans, du moins en Occident, je parle toujours de mon expérience italienne, et les personnes qui étaient dedans étaient des personnes plutôt âgées, mais qui étaient, dont les gestes laissaient deviner une profonde conviction. Je me souviens notamment d'une dame. Ouais, j'avais fait ça dans l'église, même au Québec. C'était agenouillé et pour prier. Et elle faisait tous les signes qui étaient propres aux pénitents, c'est-à-dire le genou à terre, le signe de croix, etc. J'ai senti à ce moment-là l'intensité de sa prière. C'est quelque chose qui était, en tout cas, c'est une expérience qui est profondément marquée. Et j'ai voulu tenir compte de ces deux aspects-là dans l'élaboration de ma thèse. Et c'est pourquoi la thèse que j'ai développée, essayer de, à la fois, tenir compte de l'élément négatif et du positif. J'ai donc décidé, en bonne balance que je suis, qu'il fallait, comme je n'arrivais pas à me décider pour un point de vue particulier, je me suis dit, je vais donc défendre l'ambivalence de l'Église face à la montée du régime national socialiste. Est-ce qu'il faut vous dire que j'aurais peut-être dû dire sur sur quoi on avait discuté avec M. Lukic, ça avait finalement débouché sur essayer de comprendre l'attitude du Vatican face à la montée du régime national socialiste. C'est-à-dire essayer de comprendre les réactions du Vatican
face à un nouveau régime qui venait de s'installer. Parce que les nazis, la période d'installation, c'est qu'on considère durant laquelle ils ont consolidé leur pouvoir, c'est de 1933 à 1938. Donc, et il faut vous dire que les documents concernant la guerre ne sont toujours pas accessibles. Parce que la personnalité de Pinot se fait toujours controversée. Et le procès en canonisation a été remis 3 fois. Et donc, la période critique, celle de la guerre, est toujours inaccessible aux chercheurs. Donc, pour répondre à cette question-là, j'ai donc postulé l'ambivalence de la hiérarchie vaticane face au menu du régime national-socialiste, notamment en politique étrangère. Et le résultat que ça donne, c'est ce livre-là. Et au-delà du résultat lui-même, parce que finalement, une thèse, c'est d'abord une démonstration. Donc, une démonstration, c'est quoi? C'est essayer de prendre un corpus de documents, essayer de trouver une logique, puis essayer d'en faire un récit selon un certain point de vue. Et reste à savoir si ce point de vue tient la route. Et moi, mon point de vue, c'était l'ambivalence. Et donc, et pour finir avec le parcours, j'ai écrit cette thèse-là de 2005 à 2008 et j'ai présenté pour soutenance de thèse en juillet 2008. Et comme tu as raison, l'ambivalence comme thèse a été, disons que ça crée une certaine scission au sein même du panel des examinateurs. Mais on l'a eu à l'arraché à 60% contre 40%. Donc, finalement, j'ai eu la tête, mais il y a 2 professeurs au département d'histoire qui ne se parlent plus. Donc, c'est en gros le parcours de mon livre. Et à la suite de ce livre, j'ai été proposer mes services à nos amis du fédéral, parce que il n'y avait pas de poste disponible à l'université. Et ça fait 5 ans que je suis là. Et maintenant, je me demande qu'est-ce que je vais faire, parce que le contexte est de plus en plus mauvais à Ottawa. Donc, et c'est la raison officieuse de mon déplacement. Si vous avez un emploi à me proposer, je suis ouvert. Et donc, si vous avez d'autres questions, on peut entamer la discussion. Oui, Monique. Oui, alors, vous parlez avec, je le comprends totalement, avec passion de votre recherche. Comment vous avez trouvé la transition d'être un chercheur et d'être plongé dans sa thèse et de produire une œuvre et de devenir fonctionnaire par après? Je veux dire que la transition s'est plutôt bien passée, parce que je suis passé d'un travail de recherche à un autre travail de recherche, mais plus lié aux thématiques de sécurité et du temps présent. Donc, je suis passé de l'histoire contemporaine à moyen terme, pour dire ça comme ça, à l'histoire du temps présent. Donc, pour moi, il y avait une espèce de continuité logique
face à tout ça, parce que là-dedans aussi, dans ma thèse, j'avais... C'est comme si on observait la montée d'une menace au niveau international. Et comment les démocraties, ou le camp des démocraties, a géré cette menace-là. Et je dirais que quand je suis rentré à la sécurité publique, c'était, je ne veux pas faire de parallèle un peu douteux, mais c'était un peu le même genre de contexte, à savoir qu'est-ce qui a animé l'essentiel des années 2000, c'est la lutte contre l'islamisme radical. Et donc, c'était un autre genre de menace, mais qui était aussi une menace contre le monde démocratique. Donc, il y avait une certaine parenté entre les deux. Et puis, même, je dirais, même le contexte de guerre internationale s'apparentait beaucoup à celui du contexte de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, pour répondre à votre question, j'étais pas trop perdu. C'était des éléments reconnaissables. Donc, la transition s'est plutôt bien effectuée. Et ce qui a été dur, personnellement, ça a été parce que vous me voyez tel que je suis une personne à mobilité réduite. Et à l'époque, j'avais jamais quitté le cocon familial. Et ça a été le départ à Ottawa, l'occasion de prendre une autonomie réelle sur tous les plans, de savoir financière, émotionnelle et pour le travail également. Et je dirais que beaucoup plus que le travail qui était intéressant. Le défi, c'est plus situé dans la sphère personnelle. Et puisqu'on parle des choses plus personnelles, je suis pas arrivé avec l'ambivalence dans un par génération spontanée. C'est que à la suite de mon voyage en Italie que j'avais trouvé difficile pour un certain nombre de raisons et dont je mentionnerai seulement ici que j'étais accompagné par des personnes plus âgées et avec lesquelles je ne me suis pas du tout entendu pour faire changement. Donc, j'ai entrepris pour comprendre mes erreurs et mes coups de colère assez monumentaux que j'avais fait à Rome. J'ai entrepris une psychanalyse. Et c'est à la suite de cette psychanalyse-là que, d'une part, je me suis aperçu de mes propres traits ambivalents et que j'ai, en quelque sorte, projeté sur le papier la vision du monde que je portais en moi-même. Et c'est ce qui a donné l'ambivalence du Vatican, qui est aussi l'ambivalence de Jean-Thomas Nicole en tant que personne. Voilà. Et c'est là toute la difficulté avec tout travail de création implique un certain engagement de son auteur. Et donc, je dirais que l'ambivalence que j'ai cru voir dans les documents du Vatican, c'est probablement une partie de ma propre ambivalence que j'ai essayé de mettre au jour. J'aimerais, si tu permets, simplement, à propos d'ambivalence, ton mémoire de maîtrise sur Philippe K. Dick entre conversion gnostique et imaginaire extraterrestre. Je me rappelle pas
était aussi une histoire d'ambivalence, où tu analysais l'œuvre de Dick, qui est un auteur culte. À partir d'une double perspective, de deux univers, et il y avait aussi un aspect d'ambivalence dans ton mémoire de maîtrise. Je ne sais pas, tu tirais une pensée, mais je vais t'inviter à faire le lien entre ta thèse de doctorat et ton mémoire de maîtrise. Et voilà. Si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Sinon, il y avait Daniel. Peut-être cette personne a la question. Qu'est-ce que, en fait, à l'époque, j'ai demandé si je voulais changer complètement de champ. Qu'est-ce qui décidait à ce changement? Je t'avais découragé. Non, Je peux sortir. pas du tout. Mais je suis spécialiste de la révélation, allons-y. Ah, exactement. J'avais, je me souviens, à l'époque, parce qu'on faisait beaucoup de métaphysique et beaucoup de spéculation avec M. Pinchot, on discutait beaucoup. Et donc, je me souviens, l'expression qui m'était venue et que j'avais utilisée devant M. Lukic, c'est « j'ai envie de revenir sur le plancher des vaches ». J'ai besoin de me grandir dans la réalité documentaire et de sentir la réalité humaine. Parce que j'étais, à l'époque, en fait scientifique. Donc, c'est ça qui a présidé mon choix à l'époque. Et ce n'était pas l'animosité que vous ne pouvez pas ressentir. En fait, bon, on en a rigolé. Oui, Monique. Si j'ai compris, c'est qu'au niveau du bac, vous avez fait un bac en histoire. En histoire. Ok. Parce que j'allais dire que moi je croyais que vous avez fait un bac en théologie ensuite, en maîtrise en sciences et religion, parce que sauter au doctorat en histoire et n'ayant pas fait de formation en histoire au niveau du bac ou maîtrise, ça serait un véritable défi, mais quand même, vous avez fait un bac en histoire. Oui, oui. D'accord. Donc vous êtes revenu à votre formation de départ. Et puis... Pour vous expliquer les arcanes de mon parcours académique. Parce que ce qui a présidé à mon choix de l'histoire, c'est d'abord que j'aimais ça. Et d'autre part, je voulais comprendre la question des origines. Dans le sens que je me posais d'où est-ce qu'ils viennent ces gens. Je me souviens d'avoir souvent posé la question, d'une part, d'où est-ce qu'ils viennent tous ces gens-là et pourquoi ils font ça. Et la question du pourquoi est quelque chose qui m'a et qui continue de m'hanter. La question du warum, diraient nos amis, les Allemands. Et dans les camps de concentration, on dirait der ist nicht warum. Il n'y a pas de pourquoi. Mais et pour revenir, la question du pourquoi et des racines m'a toujours fasciné. Et la question du devenir de l'homme. Pourquoi on fait les choses et qu'allons-nous devenir? Et je me suis aperçu, après les études d'histoire, que la réponse que l'on pouvait donner à cette question-là variait selon les contextes. Alors, je me suis dit, si la question varie selon les contextes, c'est donc moins la réponse que la question qui est importante. Donc, je me suis dirigé vers les sciences humaines et les religions en essayant et en me dire, essayons de voir quel genre de questions essentielles les êtres humains se sont posées à travers le temps. Sauf que, encore là, je me suis aperçu que les questions varient. Ce qui est important là-dedans, et
je crois que c'est surtout ça que je retiens de mes études d'histoire. C'est on peut se poser des questions. La réponse, bon, doit être critique, bien entendu, mais la réponse, en tant que telle, dépend du contexte culturel dans lequel tu as été éduqué. Donc, il faut prendre conscience de ta propre subjectivité et de poser les questions tout en ayant conscience des forces de changement qui peuvent agir sur ta personne et sur ton contexte, si je peux dire. Et c'est ce qui m'a ramené à l'histoire, si vous voulez. Parce que j'ai voulu, une fois que je me suis posé la question du devenir, une fois que je me suis... Et la question des questions essentielles de l'humanité, c'est là que s'inscrit le parcours de la vie rose, dans le sens où allons-nous, que devenons-nous, vers quoi sommes-nous jetés, et ensuite retour vers l'histoire plus contemporaine pour dire comment on peut apprécier le changement dans l'histoire, puisque l'important, c'est le changement. Parce qu'en plus, il y a toute une philosophie bouddhiste qui est derrière, qui dit, le Bouddha a dit, rien n'est jamais constant, si ce n'est que le changement. Alors, j'ai voulu, en essayant de me réapproprier l'histoire et ma propre histoire en même temps, essayer de comprendre quelle espèce d'amalgame, quelle était cette espèce d'amalgame qu'on appelle actuellement Jean-Thomas Nicole. Et c'est la personne qui vous parle aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Désolée. Les archives sur lesquelles vous avez travaillé, les documents, vous avez dit que vous êtes revenu avec 8 CD, donc j'imagine qu'on les scannait. Oui, d'accord. Et ils coûtaient très cher à l'époque. J'allais dire. Ça m'a coûté entre 2 000 et 3 000 euros. D'accord. Oui. Alors il y avait quelqu'un à proposer aux archives qui faisait ce travail. Parce que j'avais pas le droit d'y toucher moi-même. Ah, d'accord. J'avais uniquement le droit de sélectionner celles que je voulais. Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de les lire avant de les... Je les ai lus, mais... C'est-à-dire en diagonale, pour voir si c'était ça. Exactement. Oui. Après, sur une sélection plus ou moins intuitive, D'accord. parce que sur les 8 CD, ça représente à peu près, les 8 CD, ça représente à peu près un tiers des documents que j'ai réellement travaillé. D'accord. Et ça revient au procédé même de la recherche elle-même au Vatican. Parce qu'il faut savoir que pour aller au Vatican, d'abord, j'habitais dans le quartier du Monte-Verdearo, qui est une banlieue populaire de Rome. Il fallait, premièrement, que je prenne le train jusqu'au centre-ville de Rome, qui était à peu près à 15-20 minutes. Une fois rendu au centre-ville, j'avais 10 minutes de taxi à faire pour me rendre effectivement aux archives du Vatican. Et une fois à l'intérieur des archives, il fallait montrer une première fois la carte d'identité aux gardes qui étaient de faction devant. Et une fois à l'intérieur du Vatican, il fallait
montrer, et il fallait signer un autre document qui nous permette uniquement de monter aux archives et une fois rendu à l'antichambre des archives, il fallait signer une autre fois pour le corpus des documents précis qu'on voulait consulter cette journée-là. C'est tous les jours comme ça. Tous les jours, de 3 à 4 mois. Et c'était de 8h30 le matin à 1h l'après-midi. Parce que, évidemment, les archives ferment à 1h. La sieste. Je questionne le détail. J'imagine que ces documents-là étaient en italien, en allemand ou en latin. Name it, we have it. So, C'est ça. mais la majorité était en allemand, à mon désespoir. Et heureusement, les rapports étaient en italien. Mais il y avait aussi l'anglais, du français, du néerlandais, même, j'ai vu, et même dans d'autres corpus en chinois. Mais il y avait toutes sortes de langues. Mais les 4 langues sur lesquelles j'ai travaillé, moi, c'était le français, ça, il n'y a pas de problème. Et l'italien, ça non plus, parce que je l'ai appris avant de partir. L'allemand m'a causé plus de problèmes. Et l'anglais aussi. J'en ai appris au moins. Le français, ça allait, l'italien, ça allait, et l'anglais, ça allait. Il y a juste l'allemand qui m'a causé problème. Et c'est pour ça que quand je suis revenu, j'ai pris un cours d'allemand lecture et je me suis trouvé une copine allemande.